Alors notre conviction, elle aurait pu être résumée dans une phrase de l'historien Théodore Zeldin. Je rappelle que c'est notre grand parrain. Il a dit beaucoup de choses, mais il a notamment dit que c'est par la relation entre une personne et une autre que l'on change le monde. Alors bienvenue chez vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver ici nombreux. Alors vous vous souvenez qu'on était ensemble en février sur la question de la Turquie, une question évidemment pas résolue, hein, toujours en mouvement. Donc on a aussi d'une certaine façon, quand on construit ces rendez-vous, la plupart du temps on a le nez creux sur les thématiques qui viendront, mais c'est pas très difficile quand on parle de Turquie, quand on parle de nature, de culture, et quand on philosophe. On est toujours d'actualité. Alors on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Chris Younes. Je voulais vraiment la remercier en tant que philosophe, intellectuel et aussi ami. On ne va pas se cacher, on se connaît, on se respecte depuis un certain nombre d'années et ça fait partie des personnes dont j'ai vraiment du plaisir, tous et toutes, hein, celles qui viennent ici, mais particulièrement avec Chris, j'avais envie de vous faire partager une partie des réflexions, celles que j'arrive à appréhender, à m'approprier parfois, mais aussi parfois des bouts de contradiction quand on croise l'espace, la géographie, la philosophie, l'exister. C'est elle et Olivier Frérot qui m'a entraîné vers Henri Maldinet. Et c'est un chemin que je ne fais que démarrer. Je voulais aussi la remercier pour ça. Alors quoi dire de Chris? Parce qu'il faut une petite présentation. Elle est psychosociologue. Elle est docteure en philosophie, elle est professeure à l'école spéciale d'architecture, fondatrice du GERFO. GERFO, pour moi, c'est une espèce d'oiseau, mais non, c'est un laboratoire. Du réseau scientifique Philosophie, Architecture, Urbain. Elle est également cofondatrice de la revue Esprit des villes, une revue connue ici, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui écrivent dans cette revue, qui passent nous voir de temps en temps, et membre du conseil scientifique d'Europan. Europan, c'est un endroit dont l'Europe devrait s'inspirer, parce que c'est des concours internationaux où des jeunes architectes viennent construire sur une thématique en lien avec des collectivités qui les accueillent. Et c'est formidable, on en a fait un auquel j'ai eu la chance de participer, sur le malléable, sur le réversible. C'était un moment très intéressant. Alors, le titre, alors son travail, ses publications se déploient à l'interface architecture-philosophie, parfois en géographie, architecture-philosophie, sur les lieux de l'habiter, hein, et pas seulement du résider. Hein, et donc, pour moi, géographe, ça résonne avec des chercheurs et des penseurs comme Dardel, il y a très longtemps, dès les années 50, et puis d'autres aujourd'hui qui explorent cette notion d'habiter l'espace, le temps, les mobilités parfois. Et peut-être en exemple de son approche transversale, des liens, hein, je pense que la notion de lien est importante dans son travail. Le titre de ces 3 derniers ouvrages, j'ai pas eu beaucoup à choisir, donc j'ai pris les 3 derniers. Ressources humaines latentes, on a beaucoup parlé ce week-end de la façon dont surgissaient les émergences, les lucioles, tout ce qui clignote, qui est en train d'émerger. Ressources humaines latentes. Le deuxième que j'ai fait circuler, mais il faut me le rapporter parce que c'est mon exemplaire, à l'épreuve d'exister avec Henri Maldinet, qui fait suite à un colloque de Cérisy qui était un bonheur, vraiment un bonheur. Et puis le troisième, peut-être plus concret, toujours en résonance avec les échanges actuels sur Grenoble, Recycler l'urbain. Voilà, alors aujourd'hui, elle nous propose d'affronter les risques d'épuisement de la terre et de la cité autour de nouvelles relations nature-culture et de ce qu'elle appelle, et c'est le titre de sa conférence, l'écologie existentielle. Donc elle nous propose de réfléchir à nouvelles orientations à la fois politiques et existentielles,
je cite, qui permettent de redéfinir les accordances du proche et du lointain. Donc, là, le géographe te suit. Du micro et du macro, il est toujours là. Hein. Du local et du global. De l'éthique et de l'esthétique. Et là, c'est très bien, parce qu'il est obligé de sortir de sa discipline et d'aller avec d'autres te chercher là-dessus. Voilà, Chris, à toi, tranquille, sans toi, chez toi, avec ces gens bienveillants dans cette petite cité. Merci, merci Luc pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce rapport nature-culture. C'est même une question, on peut dire bateau, hein. C'est une question qu'on fait en terminale en général, nature-culture. Et j'ai souhaité un peu la préciser sur un peu ce qui, je pense, caractérise le travail que je fais, en particulier sur ce rapprochement entre nature et culture, en se situant aujourd'hui, on peut dire, en 2017, c'est-à-dire à un moment où la question d'une crise, peut-être même d'une catastrophe de la culture par rapport à la nature, ou de la nature par rapport à la culture, est en jeu. Et c'est pour ça que je souhaiterais partager avec vous quelques éléments, et c'est surtout la question de reprise et rebond qui est en jeu. C'est vrai que ça s'appelle écologie existentielle, c'est un peu aussi une forme de résistance à une certaine approche des fois trop objectivante de la question de l'écologie, pour ramener à la notion des milieux habités. En fait, hein, l'écologie existentielle, ça renvoie au fait des milieux habités, des milieux qu'on existe, des milieux qu'on partage, que l'on partage avec d'autres humains qui ont des cultures très différentes, puisque ce qui caractérise les humains, leur façon d'habiter la Terre, c'est la diversité. C'est ça qui est formidable, puisque le propre de l'humain, c'est d'habiter de façon diverse la Terre. Mais c'est aussi le fait, avec la notion de milieu habité, c'est de partager finalement les milieux avec le non-humain. Et c'est vraiment une question qui a toujours hanté certainement l'homme depuis qu'il existe, l'humanité, les établissements humains, mais qui revient très très fortement aujourd'hui, après une toute petite parenthèse qu'on peut considérer qui est liée à une forme de modernité, qui était basée sur le fait qu'il n'y avait pas de limite à la façon de transformer la Terre. Donc c'est assez banal hein, de dire ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ce diagnostic, sur le fait qu'il y a une grande capacité des humains à transformer la Terre, étant donné la puissance technique qui caractérise en fait on peut dire notre civilisation. L'alliance de la science et de la technique a donné des possibilités, des amplifications, on parle d'un homme amplifié, hein, d'un homme augmenté, des possibilités extrêmes. C'est pour ça que la notion de reprise et rebond, elle est pour moi tout à fait centrale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un très grand récit qui a été lancé finalement il n'y a pas très longtemps, dans les années 2000, sur la notion d'anthropocène. Cette idée qu'il y aurait une ère de l'homme, qui ne serait pas simplement comme avant l'Holocène, mais qu'on serait dans une nouvelle ère. Donc il y a un chimiste spécialiste de l'atmosphère, Crutzen, qui lui le fait remonter cette ère de l'Anthropocène avec la découverte de la machine à vapeur, donc avec la révolution industrielle finalement anglaise, et qui a donné des marges de possibilités de transformation extraordinaires. Et donc beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reprend de l'héritage de la Terre finalement? C'est pour ça qu'il y a l'idée de reprise, c'est-à-dire qu'il y a un existant, il y a quelque chose qui est là, on hérite d'une Terre qui a une très très longue histoire, et puis aussi d'un palimpseste culturel qui a accumulé des couches de culture et qui laisse des traces, de toutes sortes en fait sur la Terre, on peut dire. C'est pour ça que cette notion de reprise est importante, et rebond, parce qu'il y a cette question de savoir comment on va rebondir à partir de l'héritage qui nous est donné, dont on sait qu'aujourd'hui, il n'est pas que rose comme ce fauteuil, quoi.
puisqu'on parle de la pollution, on parle de la ségrégation, on parle de l'exclusion, beaucoup de choses. Alors en fait, je souhaiterais finalement proposer trois pas avec vous, hein, qui sont des pas, c'est vrai, qui se réfèrent un peu à la philosophie, parce que moi je travaille qu'avec des architectes, des paysagistes, des urbanistes, aussi des philosophes des fois, mais on est vraiment sur la transformation des milieux habités, hein, dans les écoles d'architecture depuis très longtemps. Mais c'est toujours avec ma propre formation d'origine, de sciences humaines et sociales, et en particulier la philosophie, que je contribue au travail d'une équipe, hein, et des équipes avec lesquelles je travaille. Et donc je me suis dit que pour aujourd'hui, j'aimerais un peu partager un peu là où j'en suis d'une certaine manière. Et en particulier par rapport à un petit ouvrage que je prépare, qui s'appelle Petite philosophie des synergies. Alors cette petite philosophie des synergies, elle s'appuie sur plusieurs points. Alors le premier point, c'est cette idée qui vient que je cultive d'une certaine manière à partir d'un philosophe qui s'appelle Daniel Payot, qui a écrit un ouvrage qui est sorti en 2000, qui travaille beaucoup sur Agamben, Benjamin, qui s'appelle Après l'harmonie. Et dans cet ouvrage, Daniel Payot, en particulier dans un chapitre qui s'appelle Transmission et catastrophe, il pose la question, même dans le chapitre Transmission et catastrophe, il pose quelque part un peu le propre de l'humanité, à savoir de transmettre. Mais après aussi, est-ce que nous sommes dans une période où la question de la catastrophe n'est pas très très présente, et qu'est-ce qu'on entend Alors, je ne vais pas tout reprendre de ce qu'a dit Daniel Payot, d'abord je ne voudrais pas le déformer, mais je voudrais insister sur la notion de transmission, parce qu'on transmet le meilleur et le pire en fait. Ouais. La transmission, c'est comme un héritage, on prend un héritage pour ce qu'il est. Il y a des choses qui sont des fois très, très lourdes à prendre d'un héritage, hein, de ceux qui ont pu nous précéder. Et soi-même, qu'est-ce qu'on va transmettre aux autres. Je sais qu'aujourd'hui, il y a tout un courant en psychiatrie qui se dit, qui invoque l'idée que le propre de l'humain, c'est peut-être de transmettre. Parce que souvent on a dit le propre de l'humain, c'est d'enterrer ses morts. Le propre de l'humain, c'est de parler. Le propre de l'humain, c'est de rire, d'être capable de rire. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. On essaie de se dire qu'est-ce qui fait que l'animal homme, on pourrait dire, se distingue des autres animaux. Et cette idée de la transmission, une transmission consciente, apparaît extrêmement importante. Et je pense que c'est extrêmement important. Parce que quand on regarde la capacité de faire des animaux, on voit qu'ils sont capables de transmettre finalement aussi une certaine manière de faire, qui est souvent très d'espèce. Les humains accumulent des connaissances, transmettent des connaissances, et donc ça donne des possibilités techniques extrêmement fortes qui permettent par exemple la bombe atomique, puisqu'on sait que c'est une invention humaine tellement puissante qu'elle a le pouvoir, comme on le sait, de détruire aussi tout ce qui a déjà été produit. Et c'est la raison pour laquelle, de transmission et catastrophe, il y a cette idée de la transmission. Mais ce qui est développé comme idée, comme hypothèse par Daniel Payot, qu'il reprend d'ailleurs à Benjamin dans un ouvrage qu'il a fait assez rapidement dans Paris, capitale du XIXe siècle, c'est le thème de la fêlure. Voilà. C'est le thème de la fêlure. Et dans ce chapitre, donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est de se demander dans quelle mesure, aujourd'hui, on ne serait pas dans une période d'après-harmonie, d'une certaine manière. Il appelle ça l'après-harmonie. Et un peu comme même dans la tradition, dans la transmission de l'art artistique, où en fait on était un peu dans une œuvre complète, une œuvre achevée, hein, une œuvre qui était finalement presque terminée. Ça serait plutôt que la complétude, ça serait la prendre au sérieux, la notion de fêlure. Et donc après l'harmonie, ce serait la fêlure quelque part. Non pas que la fêlure n'existait pas depuis le début,
Mais en tout cas, il y aurait quelque chose quand même qui viendrait de se dire, mais est-ce que le monde est harmonieux ou est-ce qu'il est plutôt fêlé? Vous voyez? Et de quelle fêlure on parle? Et pour moi, ça me parle beaucoup, cette façon de travailler de Daniel Payot. Parce qu'en fait, il dit que la fêlure, ça n'est pas le manque, ça n'est pas la perte. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est comme une poterie qui est fêlée, hein, qui est donc quelque part, tout dépend de la fêlure, parce qu'elle peut devenir presque à la limite d'être brisée, d'être cassée. La fêlure, c'est aussi toutes les traces qui s'impriment dans les vies, dans les êtres. Et en fait, il la définit comme une réserve d'avenir, en fait. Dès qu'il y a fêlure, il y a quelque part une ouverture à ce qui est l'autre, à ce qui est soi, à ce qui est le monde. Donc c'est la fêlure dans ce qu'elle a, vous voyez, de promesse d'avenir d'une certaine manière. Avec cette idée que c'est peut-être seulement dans la fêlure qu'il y a une promesse d'avenir. Et c'est une image assez poétique, c'est assez psychanalytique aussi, très, très marquée par la psychologie humaine, dont on sait qu'on est traversé par... mais aussi très géologique d'une certaine manière, on peut parler de fractures, de crevasses, mais qui est extrêmement importante puisqu'il en arrive à dire, mais au fond, ce qui se rapproche de la fêlure telle qu'elle est même vue par Benjamin, cette promesse d'avenir, d'ouverture, c'est l'existence. Hein, c'est l'existence. Et le ex de existence. Avec cette idée que exister, c'est pas simplement se tenir, stabiliser une fois pour toutes. Il y a dans l'existence, dans le ex d'existence, c'est se tenir toujours, enfin c'est très maldénéen, à l'avant de soi, plus avant. C'est-à-dire qu'on est presque, enfin, exister, c'est être forcément toujours en train de se transformer et donc toujours être dans le risque d'une forme de déséquilibre. Le jour où on ne se bouge plus, qu'on est totalement fossilisé, ça n'existe pas même d'ailleurs, c'est impossible. Hein, parce qu'on est toujours pris dans les cycles de la nature, de la transformation, mais on est pris aussi dans des cycles psychologiques de transformation qui ne sont pas simplement physiques, mais qui sont aussi extrêmement mentaux. Donc, cette notion de fêlure et cette idée de se dire, mais finalement, à l'ère de l'Anthropocène, dans cette ère qui serait l'ère des humains, qui ont tellement modifié le milieu, puisqu'on sait qu'il y a des géologues qui contestent ce récit, hein, c'est une grande aventure. Elle est rentrée en force dans les écoles d'architecture. À l'école spéciale d'architecture, on a un master qui s'appelle « Habiter l'Anthropocène », et nos étudiants travaillent là-dessus. Parce que d'un seul coup, il y a un grand récit qui revient, et qui amène de nouveau à déplacer la façon de penser, de voir le monde. Mais cette idée de fêlure, cette fêlure existentielle, mais pas simplement existence du petit humain, mais la fêlure presque existentielle de la Terre, vous voyez, c'est ce qui est en jeu, ce qui devient, c'est quelque part réaffronter la transformation, la transmission, voire la catastrophe. C'est-à-dire que la fêlure peut mettre en cause, en fait, voyez, l'humanité en tant que telle. On sait très bien qu'on pense, on sait Gunther Anders a largement travaillé le thème de l'obsolescence. Mais voyez, l'obsolescence, c'est que les choses se périment. Il y a un moment, c'est périmé, c'est obsolète, c'est plus d'actualité. La fêlure, au contraire, elle est en pleine actualité. Et elle est en pleine, c'est dans la question profonde de la transmission et de la notion de catastrophe. Ça, c'est assez intéressant et c'est assez philosophique, on pourrait dire, au sens que c'est l'humain qui se demande toujours comment est-ce qu'on vit, comment est-ce que la vie que l'on a nous imprime, nous imprègne, de telle sorte qu'il y a quelque chose qui relève de l'existence au sens de la vie, de vivre, du vivant, mais il y a aussi quelque chose qui relève de l'existence au sens de l'affect, de l'affectif. C'est de ce qu'on éprouve, de l'épreuve, de l'épreuve. La fêlure, c'est l'épreuve. On est à l'épreuve de la fêlure. Et pas simplement à l'épreuve de l'harmonie. C'est quand même assez intéressant de se dire que voilà, le XXIe siècle, qui est un des siècles où l'humain est à son summum dans sa science technique, on pourrait dire, cette capacité de transformer le monde, il y a aussi cette idée que vient justement, juste avant la Seconde Guerre mondiale, ce texte par exemple de Benjamin sur la fêlure,
hein, qui évidemment ne fait que se renforcer d'une certaine manière aujourd'hui, avec tout ce qui est produit hein, sur l'ère de l'Anthropocène, comme une transmission que l'on peut faire, qui est dans un magnifique ouvrage de Hans Jonas, de Principe responsabilité, qui est un très grand ouvrage sur la question nature-culture, un grand travail de réflexion sur nature-culture, qui a inspiré fortement tout le mouvement sur le développement durable, et bien cette idée de fêlure. Donc voilà, il y a un héritage qui est fêlé aussi quelque part. Donc il y a une transmission qui est fêlée. Qu'est-ce que ça nous dit cela? Alors je pense que c'est quelque chose que je mets en écho. Pour ça, c'est le deuxième pas, ou troisième pas, si on prend le premier pas de l'Anthropocène comme un premier pas, que moi je prends très au sérieux, hein, cette hypothèse de l'Anthropocène. Et je vois par exemple Augustin Berg, il le prend très au sérieux aussi, hein, parce qu'il dit, est-ce que le paradigme de l'Anthropocène, ça ne serait pas la mésologie? Vous voyez, c'est une hypothèse qu'il fait. Troisième pas, c'est ce thème de la fameuse reprise et rebond. Et dans le travail que je mène, et en liaison aussi avec un travail qu'on a fait à la Cité de l'Architecture il y a 2 ans sur la question de l'expérience, on a essayé de rapprocher la philosophie, on peut dire phénoménologique, qui est un grand courant en Occident, dans la philosophie occidentale, sur la prise au sérieux de l'existant, la prise au sérieux voyez, de l'expérience aussi en termes de perception, d'émotion, de sensation, mais aussi la rencontre avec toute la philosophie pragmatiste, et en particulier avec Dewey, cette idée de se dire l'art comme expérience, hein, cette idée autour de cette notion d'expérience revenait que être à l'épreuve d'exister, puisque ça rejoint un des ouvrages un travail qu'on a eu à Cerisy, où on se demandait à l'épreuve d'exister. Il y a un auteur qui, je trouve, extrêmement, finalement, peu mobilisé aujourd'hui, parmi tous ceux qui travaillent sur la question de la transformation, même s'il y a pas mal d'ouvrages qui sortent en ce moment. C'est un ouvrage très difficile, c'est un ouvrage de Kierkegaard qui s'appelle « La répétition », et qu'on a traduit aussi récemment par La reprise. Nicole Véanex, elle a traduit l'ouvrage plutôt que répétition, La reprise. Je pense que c'est un ouvrage extrêmement intéressant pour nous. Parce que Kierkegaard, dans cet ouvrage un peu bizarroïde, puisqu'il est une sorte d'ouvrage un peu autobiographique, mais aussi très philosophique. C'est vrai Kierkegaard il est surtout connu pour son travail sur le traité du désespoir. Et beaucoup d'étudiants lisent ce gros pavé hein, sur le traité du désespoir. Mais Kierkegaard, c'est un des pères de l'existence, de toutes les philosophies de l'existence. C'est vraiment un auteur très important, parce qu'il exprime quelque part dans son être, dans sa façon d'exister, de vivre, le mal-être quelque part. Cette espèce c'est la fragilité, mais l'inconfort. L'inconfort, vous voyez, c'est pas une vie harmonieuse une fois pour toutes, c'est au contraire une vie traversée par des courants extrêmement divers. Et il dit plusieurs choses dans cet ouvrage de La reprise. C'est un grand travail sur le langage, en fait. Et la transmission par le langage de la culture. Les humains se développent avec le langage et transmettent par le langage. On apprend un enfant à parler, on apprend dans la rencontre d'autres cultures à parler leur langue, un langage de la parole ou au contraire silencieux, mais on apprend à rencontrer aussi par les cultures, par les langages culturels différents. Moi, je sais que je suis très très sensible à la musique arabe, par exemple. Pourquoi je n'en sais rien. Depuis toujours, c'est quelque chose qui m'a touchée, ou la musique indienne. Alors qu'il m'a manqué tous les codes, je peux dire, hein, toute la culture, pour rentrer totalement. Mais c'est des choses qu'on peut éprouver. On éprouve beaucoup de jazz, par exemple, aussi, qui sont des musiques extrêmement puissantes, dans le sens qu'on est à l'épreuve, on est transformé quelque part dans la rencontre avec des langages culturels, créatif. Alors dans Kierkegaard, dans La reprise, surveille la montre parce que il y a encore 10 minutes, pas plus, je vais mettre 2 points. Dans La reprise, il dit que c'est le sérieux de l'existence. Que reprendre les choses sans se répéter pareil, tout à fait, c'est le sérieux de l'existence. C'est vrai.
On va se réveiller, on va se lever, on va s'habiller, En fait, l'ordinaire n'est fait que de répétition. Mais la vie n'est faite que de répétition, d'une certaine manière. Mais cette répétition, cette reprise de certains gestes, ils sont toujours différents, bien entendu. On a l'impression que c'est pareil, mais ça n'est pas pareil. Donc c'est pour ça qu'il dit que la reprise ou la répétition, Deleuze traduit par répétition, mais moi j'aime bien reprise, parce que Deleuze a fait sa thèse sur la logique du sens, et finalement il démontre que la répétition n'est que différence. Donc c'est la même chose quelque part. Hein. C'est la répétition de la différence. On est condamné quelque part à la différence quand on répète. Mais c'est le sérieux de l'existence, la reprise, la répétition. Et donc, la même chose, mais qui est différente, quelque part. Alors oui, pour l'anecdote, mais en même temps, c'est pas du tout anecdotique dans le livre. Ça part d'une histoire d'amour, en fait, que raconte Kierkegaard avec une femme dont il est très amoureux, Régine. Et en fait, il y a cette rupture entre deux. Et après, il y a l'idée qu'on peut peut-être reprendre cette relation extrêmement forte, que Kierkegaard d'ailleurs a voulu comme rupture, parce qu'il pensait qu'il était incapable de rendre heureuse cette femme, parce qu'il était lui-même beaucoup trop dans une forme de tragique, de désespoir, hein, d'impossibilité finalement de pouvoir partager une vie harmonieuse avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il met en évidence l'impossibilité de répéter la même chose, de revisiter les lieux de la même façon, en fait. Quand les choses sont passées, elles sont passées. Quand le temps transforme les choses, transforme notre façon de vivre les lieux aussi. Donc c'est cette notion-là de transformation qui est au cœur de cet ouvrage. Et en même temps, il met en évidence que tout est une question de ressouvenir. Et c'est ça qui est magnifique dans cet ouvrage. Il y a une hypothèse de travail, de recherche extraordinaire. Cette idée que dans la transmission et dans le ressouvenir, quelque part, qui sont liés, il y a deux formes de transmission et de ressouvenir. Il y a un ressouvenir qui va en arrière, c'est le passé, on se ressouvient en arrière. Mais, dit ce qui est important dans la reprise, c'est pas le ressouvenir en arrière, la reprise. C'est un rebond quelque part. C'est un ressouvenir en avant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ressouvenir en avant? Vous voyez, c'est quelque chose qui est une hypothèse paradoxale, une hypothèse de travail extrêmement importante. Se ressouvenir en avant. Ça, c'est vraiment une invention conceptuelle de Kierkegaard qui est extrêmement importante dans toutes les politiques de patrimoine, de tout ce qui est... voilà, comment est-ce qu'on hérite des choses et comment on conserve les choses et comment on les transforme, comment on va les recréer d'une certaine manière. Et d'ailleurs, Derrida, enfin, beaucoup de philosophes ont travaillé cette question, que c'est jamais tout nouveau, et jamais tout pareil. Vous voyez, c'est toujours cette idée que c'est à la fois le même et autre chose dans la reprise ou dans la répétition. C'est à la fois le même et autre chose. Et donc c'est pour ça que c'est un ouvrage très important, la reprise de Kierkegaard. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu, j'ai vu qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties récemment, parce qu'il est un de ces auteurs qui travaille sur la notion existentielle, sur cette question de la transmission, la question du langage, et donc de quelque chose d'extrêmement humain, au moment où, comme le dit Isabelle Stengers, qu'est-ce qui va faire boussole aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce qui fait boussole? Et c'est pour ça que, peut-être le dernier point, pour les 5 minutes qui me restent, je voudrais revenir sur cette hypothèse de travail, sur lequel j'essaie de terminer donc ce petit essai. Bon, mon hypothèse, qui est un peu théorique, qui est un peu méthodologique, hein, c'est cette idée que ce qui va faire boussole, c'est finalement des synergies existentielles. C'est des synergies. C'est les mises en synergie. Et que les mises en synergie sont de plusieurs types. Bon, j'en ai identifié 5. La première qui est évidemment cette position qui est par exemple dans la question du paysage ou dans la question du vivant, qui a été largement et bien présentée par Gilles Clément, qui est un grand paysagiste
qui travaille sur ce rapport à la nature, qui dit toujours qu'il faut qu'on ait un autre rapport à la nature. Vous savez qu'il a fait une grande exposition qui s'appelait Le Jardin planétaire, et où il dit toujours qu'il faut laisser un peu faire la nature, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une rencontre entre artefacts et nature. Hein. Mais c'est redonner sa place, redonner une mesure, reprendre la mesure de la nature quelque part dans la culture. C'est très très important. Ça change tout. Et par exemple en architecture, le thème de la mesure, de la limite qui sont centrales. Évidemment, quand on reprend la longue durée de la nature, ce n'est pas la même mesure. On parle de l'anthropocène, ce n'est pas la même mesure que les mesures à l'échelle de la Terre, ce n'est pas la mesure à l'échelle d'une vie. Mais en même temps, elles doivent se rencontrer. Donc c'est vraiment ce premier, on peut dire, principe de l'immersion. Comme il le dit, c'est se situer parmi, avec, dedans, et pas au-dessus. Ah bon, pas encore. C'est la chaîne du vivant. Donc c'est la chaîne du vivant. On est dans le vivant. Vous voyez, on en fait partie. Les choses sont liées. Deuxième paramètre, c'est tout ce qui est la question des situations habitées, la situation. Qui est un peu la question des milieux, il y a des situations. Prendre au sérieux le ici, maintenant, c'est-à-dire la situation, dans ce qu'elle est, à savoir ce qui est la longue histoire qui finalement va se retrouver dans cette situation, mais elle porte aussi les germes de ce qui devient, de ce qui va arriver. Et donc c'est un deuxième principe. Bon, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous voyez, ça développer dans le travail que je fais. D'autres qui concernent tout ce qui est justement la question, alors c'est de la reliance. Et ce thème qui est un thème qui vient d'Edgar Morin, qui a lié à son travail sur la méthode, qui vient dans le 6e tome de la méthode sur la complexité, c'est la reliance, dont Edgar Morin explique qu'il a enfin trouvé le mot qui lui manquait, la clé de voûte de tout son système de la complexité chez un sociologue, Marcel Deboll, qui est la reliance. C'est l'art des liens en fait, l'art de lier, de délier les choses. L'art des liens, parce que c'est à la fois relier et délier l'art des liens, c'est pas que relier, mais c'est beaucoup ça. Donc certainement on quitte un urbanisme de fracture pour entrer dans un urbanisme de reliance. Mais comment faire? Même dans des pays, vous voyez, c'est très 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 difficile. Et puis il y aura aussi, donc la reprise est un principe, est un des principes que j'ai largement développé. Et le dernier qui touche justement tout ce qui est l'effet coopératif. Alors je sais qu'on parle surtout de l'effet collaboratif, parce que toute la culture numérique est plutôt sur la question du collaboratif, mais j'aime bien la notion de coopératif, parce que il y a opus l'œuvre, et on partage une œuvre. C'est pas qu'un travail, comme dans le labor collaboratif. On partage une œuvre, quelque chose qui fait œuvre, où la question éthique, esthétique est très très importante. Et ça fait écho à un livre de Richard Sennett qui est sorti justement sur Ensemble et vers une éthique du coopératif, et qui est certainement très très importante. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense que, vous voyez, c'est vraiment un rapport... il y a une nouvelle éthos qui est en jeu à l'ère de l'Anthropocène. Il y a un nouveau rebond autour d'un éthos, d'une manière de se tenir au monde ensemble. Je pense qu'il est fondamental, entre nature et culture. Merci. Merci.